Y a rien qu'un bon potage pour vous réchauffer les entrailles. Ça me fait penser à une histoire. M'en va vous la raconter. Théophile le forgeron, il était bien gros pis bien fort. Puis il se vantait d'être jamais malade. Ben, un bon hiver où est-ce qu'il a fait bien fret, il est tombé malade. Puis sa femme, il a fait des mouches de moutarde, elle a fait boire des tisanes que ma grand-mère y avait confectionnées. Puis là, ben, il a guéri. Mais il était rendu chétif, puis il avait bien de la misère à retrouver son énergie. Fait que ma grand-mère est allée chercher la plante qui brûle les doigts, qu'on appelle aussi l'ortie. Puis elle a dit à sa femme de lui faire boire 3 fois par jour. Après une semaine, il avait repris ses couleurs, puis toute sa force. Ma grand-mère, elle savait que cette plante-là avait dû faire puis ben de l'énergie à donner. Moi, au printemps, j'en mets dans le potage. C'est bien pour dire, ma grand-mère, elle savait tout ça. Quand Michou demande à sa mère un remède pour son genou. Quand Michou demande à sa mère un remède pour son genou. Sa bonne mère lui fait réponse, un oignon ça serait-il bon? Un oignon c'est trop rond, un oignon c'est trop rond. Un oignon c'est trop rond comme remède, comme remède. Un oignon c'est trop rond comme remède à son talon. Alors, nous voici dans l'herboristerie. Alors, on va parler d'une plante qui est très, très importante dans le terroir québécois, qui est l'achillée millefeuille, qu'on appelle aussi herbe à dinde, parce qu'on soignait les dindes avec cette plante-là. Alors, ici, j'ai la plante séchée. Vous avez, je l'ai un petit peu sur la tige ici. Celle-là est blanche. C'est la variété qui est la plus utilisée, mais on peut utiliser ceux de couleur. Il y en a plusieurs qui se vendent. C'est des plantes qui sont cultivées, jaune, rouge, rose. Ils ont toutes les mêmes propriétés, mais je vous dirais que la blanche est quand même plus importante parce qu'elle est sauvage et avec la difficulté qu'elle a à pousser dans le champ, à ce moment-là, elle développe des propriétés qui sont plus intenses et plus intéressantes. Alors, qu'est-ce que contient l'achillée millefeuille? L'achillée millefeuille contient une principale composante, c'est de l'azulène. L'azulène, c'est une huile essentielle bleue. Quand on fait la distillation de l'huile de l'achillée millefeuille, on trouve de l'azulène bleu turquoise. L'huile essentielle devient bleu turquoise. Alors, c'est extrêmement anti-inflammatoire. Et on retrouve, quand on l'a séché, elle sent beaucoup moins, mais à l'état sauvage, on va trouver une petite odeur de camphre dedans. Alors, c'est un autre principe actif. Et elle contient aussi du salicylate. C'est exactement comme l'aspirine, ce qui lui donne ses propriétés aussi anti-inflammatoires et analgésiques. Et en plus, on retrouve de la flavonoïde dedans, qui nous donne la principale propriété qui est celle qui était la plus utilisée, même encore aujourd'hui, qui est d'arrêter la fièvre, de faire baisser la fièvre. Alors, autrefois, et même aujourd'hui, nos grands-mères avaient toujours une chaudronne sur le bord du poêle, puis faisaient bouillir de l'achillée millefeuille. Donc, les enfants n'aimaient pas tellement ça parce que ça a un petit principe d'amertume qui va faire que ça va aider au niveau de la digestion. Alors, je voulais faire une parenthèse aussi, la différence entre une tisane puis une décoction. Une décoction, c'est quand on prend la plante, comme par exemple le remède contre la fièvre, on va prendre une cuillerée à thé, même 2 cuillères à thé. On va doubler la mesure pour la tasse d'eau froide. On va mettre ça sur le poêle et on va monter ça tranquillement à ébullition. Quand l'ébullition est terminée, on enlève du poêle et on laisse macérer 20 minutes.
Quand on prend cette tisane-là, quand même le plus chaude qu'on peut, alors automatiquement, dans les demi-heures qui suivent, le corps vient très, très chaud et par contraste, à ce moment-là, la fièvre tombe. Quand on a des jeunes enfants, souvent, on peut faire la même chose, mais on sait que les jeunes enfants ont de la misère à prendre la tisane chaude. On peut le mettre à ce moment-là dans le bain et ça va être aussi efficace. Une autre de ses propriétés, c'est qu'elle est hémostatique. Ça veut dire qu'elle arrête le sang. Par exemple, si vous promenez dans un champ, on va trouver de l'Ashley millefeuille, vous la prenez, vous la mâchez ou vous la broyez, vous la mettez sur une plaie, une coupure, elle va immédiatement arrêter le sang sans faire de l'infection. Alors, elle a beaucoup de propriétés aussi pour tous les problèmes héménagogues, ça veut dire tous les problèmes au niveau du système hormonal des femmes. Alors, pour les jeunes filles qui ont de la difficulté, la douleur avec les menstruations, qui ont de la difficulté avec les règles au niveau de la régularité, au niveau des pertes sanguines, l'Ashley millefeuille est parfait pour pouvoir tout équilibrer ce principe-là. Alors, c'est pas mal ça que j'allais vous dire sur l'Ashley millefeuille. C'est vraiment une plante, si on a à en choisir une seule, je vous dirais, la première, c'est l'Ashley millefeuille. Alors, aujourd'hui, par une belle journée ensoleillée, on est avec Madame Chantal Leblanc, qui est chargée de projet pour le marais Chute-Panay. Alors, j'aimerais ça que vous me présentiez un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce marais-là. En fait, ici, ce qu'on a comme milieu, c'est une tourbière. Donc, oui, ça fait partie des milieux humides comme les marais. Par contre, c'est beaucoup plus pauvre comme milieu qu'un marais. Un marais, c'est vraiment productif. C'est un milieu humide où il y a beaucoup de plantes émergentes, plantes vivaces, où il y a une fluctuation de l'eau qui apporte des nutriments aux plantes puis nourrit le milieu. Tandis qu'à tourbière, c'est un milieu, comme j'oserais dire, peut-être pas mort, mais presque, dans le sens que il y a peu de vie qui se passe au niveau du sol. Au niveau du sol, c'est très acidifié parce que la tourbière ici, Chute-Panay, elle a été formée par le retrait de la mer de Champlain. Donc, il en est resté qu'un milieu mal drainé. Dans le sous-sol, on a du sable et une couche d'argile qui est plus en profondeur. Donc, ça fait que l'eau a stagné, n'a pas pu s'évacuer et tranquillement, avec le temps, l'eau s'est acidifiée. Donc, il s'est installé des plantes adaptées à ce type de milieu-là. En premier lieu, la sphaigne, différents types de sphaigne, qui est une mousse qui croît dans les milieux acides. Et c'est tellement acide que la sphaigne, au fond, elle pousse toujours, mais elle ne se décompose pas ou très lentement. Ce qui fait que les couches de sphaigne s'accumulent continuellement à raison, on pourrait dire, d'à peu près 4 cm au 100 ans. Donc, la tourbière qui est ici est pratiquement telle qu'elle depuis les 10 000 dernières années, depuis la dernière glaciation. Et la sphaigne, elle va prendre l'ampleur en hauteur, puis ensuite, elle s'étend là, en largeur. Ce qui fait que tranquillement, le lac qui devait y avoir ici avant s'est refermé. Et dans la tourbière Chute-Panay, on retrouve maintenant une quarantaine d'étangs à peu près là, qui ont 1 hectare et moins là, en superficie. Puis il y en a de toutes les formes, ce qui rend le paysage vraiment très beau, très intéressant. C'est combien de temps pour visiter, par exemple, la tourbière? C'est 1 kilomètre, 2 kilomètres? C'est 1,2 km, faire vraiment le tour là, du sentier. Donc, c'est pas très long, dépendamment de vos intérêts pour la botanique ou l'observation des oiseaux. Vous pouvez compter là,
entre une demi-heure et 1 heure, là, faire le tour. Faire le tour. Oui, Puis on retrouve des panneaux aussi. Je vois qu'il y a des panneaux explicatifs Oui, tout au long tout des au plantes. effectivement. Il y a des panneaux d'interprétation. Vous pouvez aussi, en allant sur le site Internet de la CAPSA, on a un petit guide, un petit feuillet, dans le fond, que vous pouvez prendre pour faire la visite. Puis on vous explique un peu tout le long, là, les plantes, les différents aspects de la tourbière. Puis aussi, bien, à la CAPSA, depuis l'an passé, on offre le service d'un guide animateur. Si vous venez en groupe, par exemple, vous voulez que quelqu'un vous parle de la tourbière le long de votre visite, c'est quelque chose qu'on offre maintenant. Ah, ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, c'est un milieu à découvrir vraiment dans notre région parce que moi, je l'ai découvert il y a quelques semaines puis je le découvre encore avec vous aujourd'hui. Merci. Ça fait plaisir. Ah, regarde, c'est une talle de Sarracenia pourpre. Il y en a partout. On en voit les petites fleurs, on voit les petites feuilles, les petites cornes comme des oreilles de cochon. On voit la fleur un petit peu plus loin, on voit vraiment la fleur. C'est particulier, ça, la Sarracenia pourpre. C'était utilisé par les Amérindiens. Ils se servaient des rhizomes, puis ils mettaient ça en poudre. C'est un antiseptique qui est assez important pour eux autres. C'est dans les 17 plantes là, qu'ils utilisaient beaucoup. Et ils s'en servaient, ils disaient que c'était le remède de la petite vérole. Bon, en tout cas, ça, c'est un petit peu controversé, là, mais c'était quand même... Eux autres s'en servaient pour ça. Et ce qui est particulier, on dit que c'est une plante carnivore, mais dans le fond, elle a de l'aide. Elle n'a pas des petites dents là, pour manger les insectes. C'est que l'espèce de corne d'oreille qu'on voit à la base se remplit d'eau. Et ça fait un milieu aquatique, puis il y a comme des petites bactéries qui vont toutes défaire. L'insecte rentre dedans, comme elle n'est pas capable de ressortir, elle se noie. Puis à ce moment-là, les micro-organismes vont toutes défaire la petite bébite, là, et ils vont la rendre assimilable finalement à la plante. Alors c'est dans les 500 Sarracenia, là, c'est celle qui est la plus nordique, semblerait. Alors, on a retrouvé des vestiges jusqu'à 85 000 ans de cette plante-là. Alors, c'est une plante ça fait longtemps qu'elle se promène sur la terre puis qu'elle nous offre sa beauté puis aussi ses propriétés médicinales. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant de la Sarracenie, c'est que, dans le fond, elle est très représentative du type de milieu qu'est la tourbière, c'est-à-dire un milieu pauvre où les plantes ont dû s'adapter à un milieu où il n'y avait presque rien dans le sol, aucun nutriment. Donc, le fait qu'elle était carnivore, dans le fond, ça l'a aidé à survivre, à trouver sa place dans les tourbières. Il semblerait aussi, ce qui me revient, c'est que c'est l'emblème de Terre-Neuve. Ah, je savais pas. Ben oui. Il y a des belles tourbières dans ce secteur-là. Oui. Ah, c'est quoi cette fleur-là? Ça, c'est la bénaire à gorge frangée, ou qu'on appelle platentaire à gorge frangée. C'est une orchidée qui pousse en grappe. Donc, chaque petite fleur, dans le fond, vous voyez, c'est une fleur d'orchidée. Puis, c'est une des plantes qui sont sur la liste là, des plantes, en fait, susceptibles d'être désignées rares ou vulnérables. Là. Susceptibles d'avoir un statut précaire parce que ici, dans la tourbière chutanée, il y en a vraiment beaucoup, mais des milieux où on en retrouve au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est une orchidée comme on a aussi dans la tourbière le calopogon tubéreux. Au début de l'été, on peut voir aussi le sabot de la Vierge, qu'on connaît bien comme orchidée. Les tourbières, c'est vraiment des bons milieux pour les orchidées parce que c'est des plantes qui sont... Ce qui les rassemble, les orchidées, dans le fond, ce sont tous des plantes qui ont des systèmes racinaires très superficiels, très petits, mais qui ont la capacité d'absorber l'eau très facilement. Donc, ici, ils ont à peu près pas de substrat pour pousser. D'ailleurs, ils poussent directement dans la sphène, qui est une mousse. Mais dès qu'il y a de l'humidité dans la mousse, ils sont capables d'aller chercher leurs nutriments, même s'il y en a en faible quantité. Puis la période, c'est cette période-ci qui est la meilleure pour voir le plus de fleurs, par exemple, c'est ça? Oui. C'est pas mal... Je dirais que la saison, cette année, a un peu de retard, mais habituellement, de début juillet jusqu'à la fin du mois, là, on peut observer la floraison. Okay. Les orchidées, un autre aspect qui les rassemble et qui fait qu'elles se reproduisent bien dans les tourbières, c'est qu'ils produisent des graines vraiment très, très petites. Tellement petites que, contrairement à la plupart des graines qu'on connaît, il n'y a pas de chair à l'intérieur de la graine qui aide à la germination. Elles sont trop petites. Donc, ici, dans la tourbière, elles se dispersent très facilement avec le vent. Mais pour germer, les graines d'orchidée doivent s'associer avec un champignon.
Le mycorhize, Euh, j'imagine. Un champignon, il n'y a pas de champignon spécifique. Peut-être même chaque plante a son Oui, champignon OK. compagnon qui va se servir de ce champignon-là finalement pour avoir l'énergie pour germer. Pour germer. Mm. Elle est vraiment belle, la fleur. Donc, on a encore le lien avec, dans le fond, l'adaptation à un milieu qui est pauvre pour cette plante-là. Ben alors ici, on a du petit thé. Alors ça, on va trouver ça dans les tourbières. Puis j'ai vu ça aussi à Rivière-Bras-du-Nord, dans le haut de la montagne, entre des rochers, où c'est humide. Alors, c'est très agréable comme goût. Ça se rapproche vraiment du thé des bois, finalement. Alors, on voit qu'il y en a, c'est couvert partout. Évidemment, c'est fragile parce que c'est juste des petites branches, toutes petites. Alors, habituellement, on laisse tout ce qui est là. On s'en prend une petite branche, mais pas plus que ça. Alors ici, on a le kalmia avec les belles petites fleurs roses, mais il faut vraiment pas prendre ça en tisane, c'est dangereux. Et ça ressemble beaucoup au thé du Labrador. Si on regarde, une façon de reconnaître le thé du Labrador, c'est souvent à l'endos de la feuille, c'est de couleur orangée ou brun, comme ça ici. Alors ça, c'est du thé du Labrador, tandis que la feuille de kalmia, qui a la même longueur de feuille qui y ressemble, elle n'a pas la petite couleur en arrière. Puis elle n'est pas un duvet, justement. Parce que c'est bien important parce que le kalmia, c'est vraiment dangereux, là. C'est une plante poison. Alors, les Amérindiens se servaient de ça. C'est le thé que les Amérindiens utilisaient beaucoup, le thé du Labrador. Ils en mettaient avec la viande parce que ça aidait à garder la viande plus longtemps. Ça protégeait, c'est comme une espèce d'épice. Les femmes qui étaient sur le bord de l'accouchement prenaient des 3-4 tasses, puis en prenaient beaucoup pour améliorer pour que l'accouchement se déroule bien, finalement. C'est antispasmodique. Dans les 17 plantes, là, comme j'ai parlé tout à l'heure, les 17 plantes amérindiennes, c'est celle qui est vraiment en haut de la liste. C'est celle qui est le plus utilisée. Antispasmodique, calmante, ça servait pour des migraines, pour toutes sortes de choses. Et même si, quand on les broie, il y a une petite odeur de vanille, fait qu'on peut faire la cuisine aussi avec ça. Mais il faut faire attention, souvent les cueilleurs de thé de Labrador, plus la plante est exposée au soleil, plus elle va développer de la résine. Dans une tourbière que c'est ouvert comme ça, là, il y a plus de résine, les feuilles vont être plus petites, mais ça va être plus concentré. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont ramasser, les cueilleurs vont ramasser ce qui est ici. C'est un peu comme si on couperait la tête de l'arbre. À ce moment-là, la plante va avoir plus de misère à se régénérer, puis ça a été prouvé, ils ont fait des études que beaucoup, ça a été éradiqué. Fait que quand on va cueillir les feuilles, on ne prend pas la tête, même si c'est bien intéressante et bien goûteuse, on peut prendre 1 ou 2 feuilles. On va chercher les feuilles de l'année passée. Regardez, les feuilles de l'année passée sont vraiment oranges, tandis que ceux-là, on voit qu'ils sont comme juste bruns un petit peu. Parce que c'est pour donner la chance que ça se régénère. Oui, il y en a beaucoup, mais comme c'est quelque chose qui est prisé, puis beaucoup en cuisine maintenant, il faut faire attention pour toujours cueillir ça de façon écologique pour que ça se régénère. De toute façon, le goût est là pareil, mais fait que c'est une éducation à faire aux gens qui veulent cueillir le Labrador. Là, on parle d'une tourbière minérotrophe, c'est-à-dire que l'eau qu'elle reçoit, c'est aussi de l'eau qui arrive d'ailleurs, donc qui a glissé le long du talus puis qui a amené des minéraux. Okay. Donc, ça amène un sol plus riche puis d'autres plantes, comme les fougères. Ouais, c'est ça. La Woodwardy de Virginie, qui est une plante rare. Ouais. Oui. Oui, tous les arbustes que tu vois, là, c'est tout du thé. Le petit thé, ça m'a échappé l'autre fois, je ne sais pas comment, hein, je l'en vois partout. Là. Ça fait-tu une fleur? Oui, mais là, la floraison est terminée, mais on voit ici la grappe, là, c'est en train de se transformer en fruit. Mais sinon, au printemps, là, c'est des fleurs blanches qu'on voit. Là. Bon, on remarque vraiment la différence avec le kalmia, comme elle m'a expliqué tout à l'heure, Hélène. Là. On voit bien les feuilles.
Bon, ici, on a de la savoyane. Elle est un petit peu perdue à travers la belle mousse qu'on a ici. Là. On en a quand même beaucoup. Au printemps, ça fait des petites fleurs blanches. Ça fait comme un tapis de fleurs blanches. Celle-ci est assez grosse parce que souvent, on en voit des plus petites. Là, je vais essayer de vous en déterrer une pour vous montrer exactement. Oui, mon Dieu. C'est une petite racine orange qui est cachée dans le fond, que si je peux trouver. OK. Je l'ai. Alors, cette petite racine-là, souvent, elle va pousser partout où il y a des... Bien, en autant que ce ne soit pas calcaire. Alors, c'est la petite racine orange. Ça, c'est une plante qui est très, très antibiotique, plus que celle qui est la très connue, qu'on appelle l'échinacée. Alors, la racine est très amère, elle contient de la berbérine. C'est un principe actif qui va aider toutes les ulcères dans la bouche aussi. Disons qu'il faut avoir le cœur un petit peu bien accroché pour manger ça parce que c'est très, 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 très amer. Et les Amérindiens s'en servaient aussi, ils appelaient ça la tisavoyane, la tisane de Savoyane. Ils s'en servaient aussi pour calmer la soif. Quand ils faisaient des longues expéditions puis il n'y avait pas d'eau, ils mâchaient ça. Puis le fait que c'était astringent, en tout cas, ça calmait leur soif. Ils s'en servaient aussi pour teindre le cuir. Alors, c'est une petite plante qui pousse quand même en abondance, mais évidemment, si on l'accueille, il faut en laisser parce qu'on enlève les racines. Fait qu'automatiquement, on tue la plante là, pour la récolter. Et ça prend très peu de plantes. Un petit bout de racine, là, ça peut faire vraiment le côté médicinal, vraiment tout enlever les ulcères dans la bouche, puis aider à aseptiser, puis aider aussi pour la grippe, puis pour le système immunitaire.